Épisode 1, les rencontres du couloir. Je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans, et je vis à Nanterre, dans un petit appartement que je vois à peine ces derniers temps. Je suis mécanicien dans un garage près de la Défense, un travail que j'aime malgré la fatigue constante et l'odeur d'huile qui me suit partout. Depuis que mon père a été admis à l'hôpital après un malaise cardiaque, mes journées se ressemblent toutes. Boulot, autoroute, couloir blanc, chaise branlante dans une salle d'attente trop éclairée. Je rentre chez moi seulement pour quelques heures de sommeil. Ce soir-là, je marche automatiquement vers le même couloir, celui où j'attends d'habitude les nouvelles du médecin. Les néons bourdonnent, une machine bip derrière une porte et l'air sent le désinfectant froid. Je passe ici tellement que je pourrais fermer les yeux et reconnaître chaque bruit. En approchant du poste infirmier, je vois la jeune femme qui finit presque toujours sa garde au moment où j'arrive. Je ne connais son prénom que parce qu'elle a sur son badge. Clara. Elle a le regard fatigué mais précis, des gestes calmes malgré tout ce qu'elle doit gérer. Habituellement, elle se contente d'un signe de tête rapide avant de filer vers l'ascenseur. Mais ce soir, elle s'arrête. Pas seulement ralentir, vraiment s'arrêter. Elle me regarde avec une expression où je distingue à la fois la lassitude et quelque chose comme un sourire en coin. Elle me dit « Vous me croisez après chaque service plus que mon mari ». Je reste figé, surpris qu'elle m'adresse autre chose qu'un bonsoir poli. Je cherche une réponse, mais rien ne sort. Je n'avais jamais envisagé que quelqu'un du personnel médical puisse remarquer ma présence, encore moins comparer ma régularité à celle de son propre mari. Clara soupire doucement, comme si elle regrettait déjà d'avoir dit ça, puis ajoute « C'est juste une constatation. Vous êtes toujours là quand je termine. » Je réponds enfin que mon père est en observation depuis 3 jours et que je préfère venir après le travail pour voir si son état évolue. Elle hoche la tête, attentive, puis me demande si je dors suffisamment. Je ris, un rire court et nerveux. Elle ne sourit pas vraiment, mais elle comprend parfaitement ce que je veux dire. Un brancard passe derrière nous, interrompant le moment. Clara se retourne, vérifie d'un regard professionnel que tout va bien, puis reporte son attention sur moi. « Je dois y aller, » dit-elle. « Le médecin de nuit arrive dans 5 minutes. Si vous avez besoin d'informations sur votre père, je peux vérifier avant de partir. » Je la remercie, peut-être un peu trop vite, parce que sa proposition me touche plus, je crois, qu'elle ne devrait. Elle consulte un dossier sur sa tablette, me donne quelques nouvelles rassurantes sur l'état de mon père, puis s'apprête à partir pour de bon. Avant de tourner les talons, elle me lance un dernier regard, presque interrogatif, comme si elle essayait de comprendre pourquoi ma présence la remarque autant. Puis elle disparaît au bout du couloir, laissant derrière elle un parfum léger et l'étrange sensation que cette soirée venait de prendre une tournure que je n'avais pas prévue. Moi, je reste immobile un instant, à fixer l'endroit où elle se tenait encore une seconde plus tôt, avant de reprendre ma marche vers la chambre de mon père. Épisode 2, les nuits blanches. Les jours suivants, ma vie se réduit à une routine dont je ne vois plus le début ni la fin. Je me lève avant le soleil, je travaille sans vraiment penser, puis je traverse toute la ville pour rejoindre l'hôpital. Chaque soir, le même couloir, la même chaise en plastique, la même attente qui me ronge. Le temps n'avance pas ici, il se dilue. L'état de mon père reste incertain. Un médecin m'explique que le cœur fatigue, que les analyses ne sont pas concluantes, qu'il faut attendre. Ce mot « attendre », je le déteste. Il me colle à la peau, m'accompagne dans le silence des couloirs, dans les trajets nocturnes où la radio devient mon seul repère. Et chaque soir, presque au même moment, je croise Clara. Parfois elle sort d'une chambre, parfois elle rend du matériel, parfois elle semble juste reprendre son souffle entre 2 urgences. Mais elle est toujours là. Ou peut-être que c'est moi qui suis toujours là, je ne sais plus. La première fois après notre brève conversation, elle s'est contentée d'un signe de tête. Le lendemain, elle m'a demandé si j'avais mangé. Le 3e soir, elle m'a apporté un gobelet de café en disant simplement « Celui de la machine est imbuvable ». J'ai ri, et elle aussi, vite, presque malgré elle. Un soir, alors que je m'assois dans le couloir, j'aperçois Clara sortir de la chambre d'un patient avec une mine plus grave que d'habitude. Ses épaules sont tendues, son pas manque d'assurance. Je me lève sans réfléchir. Elle s'arrête en me voyant, comme surprise que quelqu'un l'ait remarqué. Je ne pose pas de questions. Je lui dis seulement « Ça va ?» Elle hésite un instant, puis répond « Journée difficile ». Elle s'appuie contre le mur, croise les bras. Pendant une seconde, elle laisse tomber le masque professionnel, et je comprends que ce travail la use autant qu'il la tient debout. Il y a des cernes sous ses yeux, des marques que la lumière blanche souligne cruellement. Je lui parle alors de mon père, de la peur qui me serre la poitrine chaque fois que je vois un médecin s'approcher. Elle écoute sans m'interrompre,
Vraiment écoute, comme si me l'aidait à respirer autrement. À un moment, je remarque que son alliance n'est plus à son doigt. Je détourne le regard avant qu'elle ne s'en rende compte. Ce n'est pas mes affaires, mais tout en elle semble indiquer un manque, une absence pesante. Elle finit par dire « Vous tenez le coup mieux que vous ne le croyez. On voit beaucoup de familles ici. Vous êtes constant. » Je souris, un peu gêné. Je fais ce que je peux. Elle reçoit alors un appel sur son talkie-walkie. Une urgence. Elle se redresse immédiatement, retrouve son calme professionnel et s'éloigne d'un pas rapide. Avant de tourner dans le couloir, elle se retourne légèrement et me lance. « Je repasserai vous voir si j'ai un moment. » Je reste planté là, avec ce sentiment étrange que sa présence rend ces interminables soirées un peu moins lourdes. Je ne devrais pas m'y habituer, mais je n'arrive pas à faire autrement. Quand je vais voir mon père, il dort profondément. Je m'assois à côté de lui parle doucement, puis je repense à Clara, à sa fatigue, à ce qu'elle ne dit pas. Les nuits deviennent longues, mais au fond d'elle, il y a cette lueur discrète que je n'avais pas prévue. Épisode 3, les confidences. Les jours s'enchaînent, identiques et pourtant de plus en plus lourds. Mon père connaît une légère amélioration, puis un recul inattendu, puis une stabilité qui ne rassure personne. Les médecins parlent par phrases courtes, comme s'ils avaient peur de s'engager. Je continue de venir chaque soir, incapable d'imaginer être ailleurs. L'hôpital est devenu un monde parallèle où tout semble suspendu. Clara, elle, apparaît comme un repère au milieu de ce chaos immobile. Nous n'avons jamais fixé d'heure, mais nos trajets finissent toujours par se croiser. Elle m'adresse désormais un sourire discret quand elle me voit. Parfois, elle s'arrête une minute, parfois deux, parfois davantage, quand le service se calme. Un soir particulièrement tendu, j'entends un bruit de précipitation dans le couloir. Je me lève juste à temps pour voir Clara et 2 aides-soignants filer vers une chambre voisine. La porte se referme brusquement derrière eux. À travers la vitre, je distingue des gestes rapides, une agitation contenue. Je sens mon cœur s'emballer, même si ce n'est pas pour mon père cette fois. Quand elle ressort enfin, une bonne demi-heure plus tard, elle paraît épuisée. Elle passe une main sur son front, inspire profondément, comme si elle essayait de se ressaisir. Lorsqu'elle me voit, elle tente un sourire qui peine à tenir. Je m'approche sans trop savoir si je fais bien. Ça s'est mal passé? Elle secoue la tête. On a réussi, mais ce genre de situation te vide. Son tutoiement est nouveau. Je ne le relève pas, mais il résonne en moi avec une étrange chaleur. Elle m'invite d'un geste à marcher un peu, et nous nous dirigeons vers la petite salle de pause. L'endroit est modeste, 2 tables, une machine à café bruyante, un micro-ondes qui clignote minuit, et une fenêtre donnant sur le parking sombre. Clara s'assoit, croise les bras sur la table et reste silencieuse un long moment. Je me contente d'être là. Finalement, elle murmure « Je suis désolé, j'ai besoin de souffler ». Elle parle ensuite de sa journée, des urgences successives, d'une famille effondrée, d'un enfant qui a dû être transféré en réanimation. Sa voix tremble à peine, mais je sens tout le poids derrière chaque mot. Puis elle glisse, presque à voix basse. Mon mari ne comprend plus ce métier. Il dit que je donne tout à l'hôpital et qu'il ne reste rien pour lui. Je ne dis rien. Elle fixe un point défini devant elle. Il travaille à Marseille depuis 1 an. Au début, on a essayé de s'appeler tous les soirs. Maintenant, on ne sait plus quoi se dire. Il rentre quand il peut, mais il n'est presque jamais là. Elle frotte son doigt où l'alliance devrait être. Le geste est involontaire, douloureux. J'ai enlevé la bague il y a quelques semaines. Pas pour quelqu'un d'autre. Juste parce que je ne me reconnaissais plus avec. Je sens qu'elle hésite à en dire davantage. Je prends une respiration. « Tu n'as rien à te reprocher », dis-je simplement. Elle relève la tête. Ses yeux brillent de fatigue, mais aussi d'un soulagement discret. Quand je te vois ici, je me sens moins seul. C'est ridicule. Je secoue la tête. Ce n'est pas ridicule. On traverse des choses difficiles. Ça crée des liens, même si on ne l'a pas cherché. Son téléphone sonne, brisant le moment. Elle jette un coup d'œil à l'écran, grimace. C'est lui. Il n'aime pas quand je ne réponds pas tout de suite. Elle décroche dans le couloir. Des voix s'élèvent, à peine perceptibles. Le ton monte. Elle tente de se justifier, puis finit par dire « Je travaille, tu sais très bien ». Quand elle revient, ses épaules sont encore plus basses qu'avant. « Je dois retourner au service », dit-elle. « Merci pour tout à l'heure ». Elle part rapidement, mais laisse derrière elle un silence dense, rempli de choses que ni elle ni moi n'avons osé formuler. Épisode 4, la mauvaise nouvelle. Le lendemain, je quitte le garage plus tard que prévu.
Une voiture a nécessité une réparation urgente et mes mains tremblaient encore d'adrénaline en quittant l'atelier. Je file directement à l'hôpital, sans même rentrer chez moi. La nuit tombe vite en hiver et le parking est presque vide quand j'arrive. J'entre dans le bâtiment avec cette boule familière dans la gorge, celle qui me suit depuis des jours. En approchant de la chambre de mon père, je remarque immédiatement l'agitation inhabituelle. Une infirmière que je n'ai jamais vue sort précipitamment, suivie d'un médecin qui me regarde avec un sérieux que je n'aime pas. Il s'avance vers moi. « Votre père a eu un épisode critique. Nous avons dû intervenir rapidement. Il est stabilisé, mais la situation reste fragile. » Le mot fragile me frappe comme un coup. Mes jambes se dérobent presque, mais je parviens à hocher la tête. J'entrevois mon père, pâle, immobile, branché à plusieurs machines. Je me sens soudain minuscule face à tout cela. Je me tiens un moment près du lit, sans parler, incapable même de respirer correctement. Je lui prends la main, mais elle est froide malgré les couvertures. J'essaie de lui parler, de lui dire que je suis là, que tout ira bien, mais ma voix tremble tellement que je préfère me taire. Quand je sors enfin de la chambre, je marche sans but dans le couloir, le regard vide. C'est là que j'aperçois Clara, plus loin, en train de reposer un dossier sur un chariot. Elle me voit tout de suite et son expression change instantanément. Elle accourt vers moi. « Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui raconte, du moins ce que j'arrive à articuler. Elle pose une main légère sur mon épaule, un geste simple mais qui me fait lâcher la tension que je retenais. Je ferme brièvement les yeux. « Venez, on va s'asseoir un moment, » dit-elle. Nous nous installons sur un banc près d'une fenêtre donnant sur le jardin intérieur, plongé dans l'obscurité. Clara ne parle pas, elle attend que je reprenne mon souffle. Sa présence suffit. Au bout d'un moment, elle dit doucement, « C'est normal d'avoir peur. On ne peut jamais s'habituer à ça, même nous. » Je hoche la tête, incapable de formuler quoi que ce soit d'intelligent. Soudain, son téléphone vibre. Elle regarde l'écran, hésite, puis décroche. Sa voix change immédiatement. Elle se raidit. Je comprends que c'est son mari. Même sans entendre, je perçois le ton sec, accusateur, de l'autre côté. Elle finit par lâcher. Je suis en service. Oui, encore. Oui, je sais. On en parlera. Puis elle coupe, les lèvres serrées. Elle reste silencieuse un instant, puis souffle. Il ne supporte plus mes horaires. Il dit que je m'éloigne. Elle rit sans joie. Si seulement il savait à quel point j'essaie de tenir tout ça debout. Je ne sais pas quoi répondre. Alors je dis simplement, « Tu fais de ton mieux. » Elle me regarde, longtemps, avec une expression que je n'arrive pas à définir. Peut-être de la fatigue, peut-être de la gratitude, peut-être un mélange des deux. Un appel retentit dans le haut-parleur du service. Clara se lève brusquement. Je dois y aller. Je reviens dès que possible. Elle part d'un pas rapide, disparaissant derrière une double porte. Je reste là, seul sur le banc, le murmure des machines résonnant dans ma tête. Je regarde par la fenêtre le jardin vide, les reflets des néons sur les vitres, et je réalise que quelque chose vient de changer. Clara m'a soutenu d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Et moi, malgré moi, je me surprends à attendre son retour comme une bouée dans cette mer agitée qui menace de me submerger. Épisode 5. Une fin ouverte qui se referme. Le matin suivant, je retourne au garage après une nuit presque blanche. Je n'ai dormi que par fragments, hanté par les bips des machines et la pâleur de mon père. Au travail, je fais semblant d'être présent, mais mes gestes sont mécaniques. Dès que je peux partir, je prends ma voiture et rejoins l'hôpital. Je marche vite vers sa chambre, le souffle court, le cœur prêt à encaisser n'importe quelle nouvelle. Quand j'entre, je vois mon père éveillé. Faible, certes, mais vivant et conscient. Il tourne la tête vers moi avec un léger sourire. Je m'avance, je lui prends la main. Le médecin arrive quelques minutes plus tard et m'explique que la nuit a été stable, une vraie amélioration cette fois. Rien n'est gagné, mais il y a de l'espoir. Pour la première fois depuis des jours, je sens mes épaules se relâcher. Je reste un long moment auprès de lui. Il me parle par petites phrases, avec cette voix usée qui m'avait tant manqué. Il me demande si je tiens le coup, si je dors un peu, si je mange correctement. Je réponds vaguement, mais sa simple présence suffit à éclairer quelque chose en moi. Quand je sors de la chambre, le couloir me paraît moins oppressant. Je respire plus librement. C'est alors que j'aperçois Clara, au bout du couloir, qui consulte un dossier sur une tablette. Elle est concentrée, penchée sur l'écran, mais ses traits semblent différents. Peut-être juste moins tendus, ou peut-être est-ce moi qui la vois autrement à la lumière de cette journée meilleure. Je m'avance vers elle. Elle lève la tête et son sourire se dessine immédiatement. «
Alors demande-t-elle. Il va mieux, réponds-je. Enfin, vraiment mieux. Elle ferme les yeux une seconde, comme soulagée pour moi. Je suis content pour vous deux. Vous aviez besoin d'une bonne nouvelle. Un silence doux s'installe. Pas gênant, pas lourd, juste une respiration partagée. Puis elle ajoute, je finis à midi aujourd'hui. Je dois rentrer tôt, j'ai des choses à régler. Je comprends ce qu'elle veut dire. Sa vie, son mariage, ce fil fragile qu'elle tente encore de maintenir. Ce que nous avons été l'un pour l'autre dans ces couloirs n'appartient qu'à cet endroit, à ces jours difficiles, à cette parenthèse qu'aucun de nous n'avait prévue. Je réponds simplement, je suis content de vous avoir croisé. Elle baisse légèrement la tête, comme si cette phrase lui faisait plus d'effet qu'elle ne veut le montrer. Moi aussi, murmure-t-elle. Elle referme sa tablette et me regarde droit dans les yeux. Mathieu, prenez soin de vous et de votre père. Vous avez été courageux. Je souris. Et vous, prenez soin de vous aussi. Vraiment. Elle hoche la tête doucement. Puis, dans un geste presque imperceptible, elle pose sa main sur mon bras. Juste une seconde, suffisamment pour dire au revoir sans avoir à le prononcer. Elle se détourne, s'éloigne dans le couloir, s'arrêtant ici et là pour répondre à des collègues, avant de disparaître derrière une porte battante. Je la regarde partir, sans attente, sans regret. Les choses sont ce qu'elles doivent être. Je me tourne vers la chambre de mon père. C'est là que je dois être. C'est là que tout recommence pour moi. Sur le chemin du retour, en traversant le hall, je réalise que Clara m'a aidé à tenir, sans jamais chercher à prendre la place de qui que ce soit dans ma vie. Et moi, je n'ai été pour elle qu'une présence au bon moment, un témoin silencieux d'une période compliquée. L'histoire se termine là où elle doit se terminer, dans un hôpital qui retrouve peu à peu son rythme normal, avec un père qui se rétablit lentement, et avec deux personnes qui se sont croisées au cœur d'un moment fragile avant de reprendre chacun sa route. Clara ne m'a pas demandé de revenir. Je ne lui ai pas promis quoi que ce soit. Et c'est très bien ainsi. La porte automatique du hall s'ouvre, l'air frais m'accueille. Je marche vers le parking en respirant enfin pleinement. Cette fois, je sais que je peux rentrer chez moi. The End.